Étudier en paléontologie, c'est remonter le temps, non pas sur quelques années, siècles ou millénaires, mais sur des millions, voire des milliards d'années. Pour cela, il suffit de lire les roches, car elles sont les seuls vestiges de ces passés lointains. Entrons dans le monde de la stratigraphie pour comprendre comment la charte chronostratigraphique internationale, document utilisé par tous les géologues et les paléontologues, s'est construite. La stratigraphie est une discipline des géosciences consacrée à l'étude de la succession des dépôts sédimentaires, arrangés en couches ou strates. Elle est fondée sur trois principes mis en place par Niels Steensen, aussi connu sous le nom francisé Nicolas Steenon, en 1669. Tout d'abord, il y a le principe très intuitif de la superposition. Les strates les plus anciennes sont situées en dessous des strates les plus récentes, suivant l'ordre de dépôt. Il existe cependant des exceptions dues aux déformations des roches d'origine tectonique, formant des plis, des chevauchements, pouvant inverser cet ordre. Le second principe est celui de l'horizontalité primaire. Les strates résultent du dépôt des particules sédimentaires en suspension dans l'eau sur le fond, ce qui engendre la formation de couches horizontales qui se suivent. Enfin, le principe de continuité latérale suppose que les strates se suivent latéralement. Le processus de dépôt ne s'est donc pas produit uniquement à l'endroit où l'on trouve le sédiment ou la roche sédimentaire. À ces trois principes fondamentaux, on peut en rajouter quatre autres. Le principe d'identité paléontologique, qui est à la base de la biostratigraphie. Si deux couches disposent d'un faciès avec des caractères paléontologiques similaires, autrement dit, ces deux couches présentent les mêmes fossiles, alors ces deux couches ont le même âge. Vient ensuite le principe de recoupement. Les strates déformées ou fracturées sont plus anciennes que ces déformations ou ces fractures. Il en va de même pour une roche qui recoupe une strate. Le principe d'inclusion suppose qu'une roche qui est incluse dans une strate est plus ancienne que la strate elle-même. La dropstone, par exemple, est une roche résultant d'un contexte glaciaire, avec l'apparition de glaciers tidaux déposant des fragments de roches dans les mers. Ces roches plus anciennes se déposent alors sur des sédiments plus récents. C'est le même principe qui explique le cas des fossiles remaniés. Pour terminer, le principe d'actualisme est aussi à citer. On suppose, suivant ce principe, que les processus géologiques passés, comme la tectonique des plaques, sont comparables aux processus actuels. Ces 7 principes définissent la stratigraphie et permettent d'établir des affleurements représentatifs d'un étage, unité de base de la chronostratigraphie. On appelle ça un stratotype. La stratigraphie est divisée en 3 ensembles. Tout d'abord, la division lithostratigraphique, qui se base sur le faciès lithologique des roches et sur la nature du terrain. Pour info, le faciès d'une roche se traduit par un ensemble de caractéristiques lithologiques, comme la composition minéralogique, la texture d'une roche, mais aussi les caractéristiques paléontologiques, aussi appelées biofaciès, et les caractéristiques liées à l'hydrodynamisme, comme les lithages. Le faciès permet de déduire l'environnement de dépôt. La lithostratigraphie possède comme unité de base la strate. Une succession de strates constitue un membre, plusieurs membres forment une formation et un ensemble de formations forment un groupe. La division biostratigraphique se fonde naturellement sur le contenu fossilifère d'une strate et son unité de base est la biozone. Les biozones sont définies par un ensemble de fossiles dits stratigraphiques. Mais que sont les fossiles stratigraphiques ? Ce sont des espèces fossiles dans un bon état de conservation, mais aussi possédant une très large répartition géographique et une existence réduite au cours des temps géologiques. Ce qui est d'ailleurs parfaitement logique, car une faible durée d'existence permet de caractériser une zone précise et ainsi de lui apporter une datation. Nous entrons dans le domaine de la datation relative. Comme fossiles stratigraphiques bien connus, on pourra citer bien sûr les ammonites pour les terrains mésozoïques, les trilobites pour le paléozoïque, certaines plantes comme les lépidophytes et les calamitales, les foraminifères, les lophophorates comme ce spirifère dévonien ou encore les conodontes. La division chronostratigraphique, pour terminer, correspond à des ensembles de strates auxquels on fait correspondre des intervalles de temps en millions d'années abrégés en ma. Il est important de comprendre que ces intervalles de temps sont déterminés par des méthodes dites géochronologiques, pouvant être relatives, employant par exemple la méthode du paléomagnétisme, ou encore la division précédente qu'est la biostratigraphie.
Ou alors des méthodes faisant appel à d'autres disciplines, que sont la géophysique et la géochimie. On parle ici de géochronologie absolue, et se traduit généralement par de la radiométrie, à savoir étudier les proportions des isotopes présents dans une roche, et est basée sur un rapport entre un élément père instable, et donc radioactif, et un élément fils plus stable. Ce rapport permet d'obtenir l'âge de la roche étudiée. L'exemple le plus parlant est la datation au carbone 14. Mais il faut bien comprendre que cette datation n'est applicable que sur du matériel dont l'âge est inférieur à 60 000 ans, la demi-vie du carbone 14 étant de 5 730 ans environ. La datation au rubidium-strontium ou encore de l'uranium-plomb sont plus appropriées pour des intervalles de temps s'étalant sur des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Plusieurs autres méthodes de datation peuvent être utilisées, comme la téphrochronologie avec l'accumulation de couches de cendres et la magnétostratigraphie, mesurant les inversions du champ magnétique terrestre, à savoir les successions de polarités normales et de polarités inverses. Si vous voulez en savoir plus sur la stratigraphie, et en particulier la stratigraphie séquentielle, comme l'intérêt d'un log et l'étude des variations du niveau marin se traduisant par des transgressions et des régressions, je vous encourage vivement à cliquer sur la vidéo de Paléostyle à propos de la stratigraphie. Mais il est maintenant temps de s'intéresser à la charte chronostratigraphique internationale établie et constamment actualisée par l'ICS, l'International Commission on Stratigraphy. Nous allons maintenant comprendre comment cette charte fonctionne. Ce document se base sur deux choses. Les âges déterminés par une datation géochronologique absolue, de la radiométrie, et les étages, unités de base de la chronostratigraphie, qui est déterminée à partir du stratotype et de la biostratigraphie, autrement dit des fossiles. Arrêtons-nous un instant sur les stratotypes. Ces derniers sont des affleurements type des étages, présentant des fossiles stratigraphiques d'une excellente conservation et surtout dont la représentativité est maximale par rapport aux autres affleurements contemporains. On leur attribue un clou d'or, GSSP, ou Global Boundary Stratotype Section Endpoint, représenté justement par un petit symbole doré sur la charte. Il marque la limite entre deux étages stratigraphiques sans lacune géologique. Les étages peuvent être différents en fonction de l'ancienneté de votre charte chronostratigraphique ou de votre carte géologique par exemple. La charte est en effet constamment actualisée, et il y a une, deux, voire exceptionnellement 3 nouvelles versions de l'échelle des temps géologiques par an, publiées par l'ICS. Actuellement, ce sont des changements mineurs au niveau des âges. Les étages ont cependant connu de profonds remaniements, comme le passage du namurien, westphalien et stéphanien aux étages serpuchovien, bachkirien, moscovien, casimovien et xélien. Ouais, ça c'est pas mal compliqué. Les noms des étages dérivent bien souvent des communes où sont découverts les stratotypes. Viséen provient par exemple de la commune belge Visé. Burdigalien provient de Burdigala, autrement dit Bordeaux. Toarcien de Thouars. Plusieurs étages constituent une série géologique, comme le cisuralien, à part pour le carbonifère, où les séries mississippien et pennsylvanien sont subdivisées en 3 sous-séries, pour être plus exact, comme le pennsylvanien inférieur. Les séries géologiques, qu'on appelle aussi des époques en géochronologie, constituent ensemble des systèmes, plus connus sous le nom de périodes géologiques, comme le Trias, le Jurassique ou le Crétacé, qui constituent ensemble un érathème ou ère géologique. Il en existe 10, dont 7 au précambrien et 3 que vous connaissez tous, le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque, au cours du Phanérozoïque. Concernant ces 3 dernières ères, elles constituent le plus grand ensemble de la charte, c'est l'Éonothème, ou plus simplement l'Éon, comme le Phanérozoïque justement. Il en existe 4, l'Adéen, l'Archéen, le Protérozoïque et enfin le Phanérozoïque. Les couleurs attribuées aux divisions chronostratigraphiques, comme le Jurassique en bleu, le Crétacé en vert clair et le Miocène en jaune, ont été décidées par convention. Vous remarquerez d'ailleurs qu'elles ont été harmonisées avec la carte géologique au 1 millionième de la France, où les couleurs des périodes géologiques correspondent à celles de la charte chronostratigraphique. Les limites entre ces différents ensembles de la charte, de l'étage à l'éon, sont déterminées à partir de profonds changements des faunes-flores, mais aussi par des phénomènes géologiques et climatologiques majeurs, qui ont d'ailleurs très certainement grandement influencé la biosphère et son évolution. Les 5 grandes crises biologiques sont d'ailleurs situées en limite d'étages, de périodes géologiques, voire même d'ères géologiques.
comme la crise d'extinction massive du Permien-Trias et la crise du Crétacé-Paléogène. Le site officiel de l'ICS, dont le lien est en description, fournit non seulement la dernière version de cette charte chronostratigraphique internationale, mais aussi d'autres échelles des temps géologiques, plus précises et focalisées sur des périodes géologiques données, comme le Permien, où l'on peut voir la mise en avant des principales espèces fossiles stratigraphiques de cette période. Une version de la charte est aussi disponible en interactif, autrement dit, vous avez l'embarras du choix pour vos recherches. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce document essentiel en paléontologie, et que j'utilise d'ailleurs énormément au niveau de mes vidéos. On m'avait plusieurs fois demandé de réaliser cette vidéo, c'est à présent chose faite. Je vous encourage cependant à visualiser les autres travaux de vulgarisation des vidéastes de la paléosphère, comme la vidéo sur la stratigraphie de Paléostyle que j'ai déjà citée, ou encore la vidéo sur la stratigraphie de Paléogie, qui a aussi réalisé une vidéo sur ce sujet. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve pour parler d'un nodosauridé et de son écosystème. Allez, salut à tous et à bientôt.